Bonsoir à tout le monde. Juste un petit message pour vous dire que monsieur le maire vient d'envoyer un SMS. Il arrive. Si vous en êtes d'accord, on patiente quelques minutes. Sinon, on commencera. Merci. Manifestement, je n'étais pas le seul, ça permet que nous tenions notre réunion avec encore davantage de participants. Alors, je vous propose que nous commencions par faire effectivement l'appel des conseillers municipaux, commençant par Boris Ravignon qui me semble être présent, Armelle Lequeux-Laménie également, Alain Barthélémy, présent. Salah Chaouchi, Nathalie Ropsis, présent. Arnaud Viatlet, présent. Véronique Corme, présent. Quentin Clarin, présent. Françoise Bourigovi, Yacine Sen est excusé, a fait pouvoir à Quentin Clarin, si c'est bien ça. Frédéric Jolion, Marie Dizan, Yves Huard, Patrick Fostier, Fatia Banou, David Cornet. Alors Sandrine Millet, on me dit qu'elle est en retard, mais elle est peut-être arrivée finalement. Pouvoir à Dimitri en attendant. D'accord, le pouvoir à Dimitri. Ok. Sandrine Abris est excusée, elle est en déplacement et pouvoir à Michael Duflox. Dimitri Petitqueux, il est là. Virginie Aitmadi aussi. Aziz Mebarki, il est là. Voilà. Je te cherchais du regard. Guillaume Maréchal. Pas de... Fait pouvoir à Véronique Corme. Ah bon, d'accord. Ok, il est absent. Effectivement, c'est ces jours de session au Conseil régional. Anaïs Lepage, présente. Simone Lejeune. Bonjour Simone. C'était pas ton anniversaire il y a quelques jours. C'était hier, hein? Voilà. Alors,
Alors avec un peu de retard, bon anniversaire. Hervé Beckrich, Michael Duflox, Catherine Dejambe est excusée, a fait pouvoir à Marie-Christine Sutter, c'est ça? Éric Moine, pas de nouvelles. Carole Galtier, merci. Marie-Christine Sutter, du coup, voilà, est là aussi. Darkaoui Alaoui, pas là pour l'instant, mais bon, on va voir. Odile Glacet. D'accord. Céline Rouennette est présente, bonsoir. Antonino Mecca, il est là. Cyrielle Guillemin est excusé, a fait pouvoir à Alain Barthélémy, si je comprends bien. Oui. Nassim Aïtouchen est excusé également, a fait pouvoir à Naïs Lepage. Qu'est-ce que vous faites, tout, à déménager la salle du conseil municipal, là, tous? Ah bon? Oui, d'accord. Bon. D'accord. Bon, c'est une touchante attention. Enfin, bon, calmons-nous. On a traversé le Covid, on va survivre. Hein. Eddie Xarny, il est là. Annick Sergent est excusée, a fait pouvoir à Aziz Mebarki. Jean-Claude Réveil est présent. Emma Pata est là, merci. Sylvain Dalla Rosa est bien là. Anne Papier a fait pouvoir à Sylvain Dalla Rosa, c'est ça. Et puis Christophe Dumont est excusé, il est lui aussi retenu par le... Pardon ? Ah. Alors, en fait, on n'avait même pas eu besoin de le faire. Pendant la période du Covid, une disposition légale législative était venue nous donner effectivement la possibilité de recueillir 2 pouvoirs, ce qui permettait d'être moins nombreux à se réunir dans nos conseils. Mais ça me semble être un bon principe de n'avoir qu'un seul pouvoir. Ça incite quand même nos collègues et membres du Conseil à être présents. Et je crois que ça qui garantit les meilleures discussions et les meilleurs échanges. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques n'ayant reçu ni vœux ni questions orales, eh bien, notre ordre du jour est arrêté à 16 points qui figurent donc au document qui vous a été adressé. Et je vous propose que nous commencions avec l'examen du compte-rendu des délégations données au maire. Compte-rendu classique, c'est le rapport numéro 1. Est-ce qu'il appelle des questions, des compléments de votre part, hein, des demandes de compléments? Pardon? Ah, si, heureusement que tu es là, Marie. Il nous faut désigner effectivement nos secrétaires de séance. C'est parce que ça manquait à Simone d'être secrétaire de séance, ça lui manquait manifestement. Donc En plus, c'est son anniversaire. C'est le lendemain de son anniversaire, si j'ai bien compris même. C'est un beau cadeau. Oui, tu as fait un cadeau, toi qui prend la parole de manière intempestive. Bon. Est-ce qu'on peut demander à Sylvain Dalla Rosa également? C'est pas mal qu'il y ait un membre de l'opposition aussi dans les secrétaires de séance, ça équilibre la charge. Parfait. Sur ce rapport numéro 1, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. J'aurais voulu, moi, prendre ce rapport liminaire qui nous permet parfois d'évoquer des sujets d'actualité pour revenir et rassurer peut-être un certain nombre de nos collègues qui ont pu être inquiets à la lecture de notre journal favori, quotidien. Et s'agissant, par exemple, de la situation que connaît notre théâtre municipal. J'ai lu un article il y a quelques jours qui avait de quoi inquiéter. C'est probablement parce qu'en fait, cet article était conçu et écrit avant finalement d'être venu nous rencontrer et discuter, d'avoir un échange. Et donc, je voulais rassurer les membres du conseil municipal, ceux qui nous suivent, le public présent, puis aussi peut-être les représentants de la presse, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, sur le fait que Charles Villemézières est fier d'avoir un beau festival, le Festival des marionnettes, connu, un autre festival, le Festival de musique actuelle, mais qu'elle peut être tout aussi fière de son théâtre municipal et de la programmation de ce théâtre, que... Alors,
effectivement, on peut toujours regarder le nombre d'abonnements, mais ce qui compte vraiment pour décrire la fréquentation d'un théâtre, c'est sa billetterie. C'est le nombre de billets vendus. C'est comme si on comptait la fréquentation de nos réseaux de bus par les cartes que nous vendons ou que nous donnons. Ce ne sont pas les cartes qui font le trafic dans les bus, c'est les gens qui chaque fois montent et compostent leurs billets. Donc c'est la billetterie qui est l'indicateur intéressant. Bien, sur cet indicateur-là, on a eu une saison passée 22-23, je me permets de rappeler quelques chiffres que tu connais par cœur, Nathalie, mais où on approche des 18 000 billets, ce qui nous ramène quasiment au niveau d'avant, des niveaux que nous avions atteints avant le Covid. Or, on sait, et tous les établissements culturels savent que depuis le Covid, ils ont généralement perdu et toujours pas récupéré une partie de leur public. Donc on est revenu à ce niveau-là, et on est de toute façon à ce niveau-là à un niveau très supérieur à celui que nous avions connu dans le passé, notamment période qui nous est décrite comme début des années 2000 était apparemment au théâtre une période extrêmement faste. Et sur cette période-là, on était plutôt autour de 14-15 000 billets vendus par an. Donc vous voyez qu'à presque 18 000, on est déjà assez nettement au-dessus. Et l'année en cours s'annonce très très bien, puisqu'on est déjà à presque 15 000 billets vendus, alors qu'elle vient tout juste de commencer. Donc je crois qu'on peut se réjouir. Il ne s'agit pas finalement de faire de l'autosatisfaction, mais il y a eu un travail réalisé. Il y a maintenant une équipe de direction du théâtre qui est là, qui est stable depuis plusieurs années, qui fait, je crois, du bon travail avec pas seulement la programmation qu'elle conçoit, mais aussi avec l'ensemble des acteurs scolaires. On a du théâtre dans un certain nombre d'écoles, collèges, on a aussi des relations, bien sûr, avec de nombreuses associations, et tout cela contribue au rayonnement de notre théâtre, qui connaît des spectacles qui ont un taux de remplissage moyen autour de 80%. Donc voilà, ça doit vouloir dire quand même que les choses ne se passent pas si mal. Et quant à la réflexion qui est parfois faite sur les têtes d'affiche, moi je voudrais juste qu'on ait tous en tête qu'on a vu à Charleville-Mézières il y a quelques mois ou quelques années un certain nombre de têtes d'affiche, Angèle, Stéphane Echer, Véronique Sanson, les Hayam, Bernard Lavillier. Ils ne sont pas passés au théâtre, parce qu'on a un lieu encore mieux à leur proposer quand ils passent à Charleville-Mézières, qui s'appelle le Cabaret Vert. Et donc, quand on regarde l'activité culturelle d'une ville, il ne faut pas se concentrer seulement, à mon sens, sur un établissement, sans quoi on peut écrire ou raconter des choses à peu près fausses. Mais il faut regarder l'ensemble de la programmation. Donc je crois vraiment, et c'est tant mieux, qu'on a une programmation culturelle à Charleville-Mézières en mettant ensemble à la fois nos festivals et le théâtre de Charleville, qui a de quoi réjouir et qui manifestement attire un nombre considérable de personnes. Je pense que ces précisions et ces mises au point méritaient d'être faites en ce début de séance. Parce qu'elles ont, au-delà de l'inquiétude, blessé, on peut dire les choses comme ça, aussi toute l'équipe du théâtre. Sylvain. Oui, puisque tu abordes le sujet, tu fais une extension par rapport au dossier qui est présenté. Il y a quelques temps, 2 ans à peu près, je t'avais écrit par rapport à l'espace Manureva, que la ville aurait pu éventuellement se porter acquéreur de cette salle de spectacle, parce qu'il nous en manque cruellement en centre-ville. Tu ne m'as pas répondu, mais... Si, comme tous les courriers que tu nous envoies, on te répond. Alors ça prend parfois un petit peu de temps, mais là en l'occurrence, je me souviens assez bien qu'on avait dû répondre, qu'on avait déjà à l'époque une marque d'intérêt d'un de nos bailleurs qui a poursuivi ces opérations, puisqu'ils étaient... Dès la fermeture de Manureva, ils sont entrés en contact. Habitat 08, effectivement, s'était rapproché des propriétaires. On a un arrêt d'activité qui s'est fait aussi parce qu'ils arrivaient,
notamment Manu, mais arrivait à un moment où il pensait à prendre sa retraite, et bien méritée. Et donc il y avait une question d'âge. Donc il n'a pas arrêté par manque de soutien ou je crois même de succès, parce que sa salle continuait à connaître effectivement le succès. Le lieu, lui, il est reconverti en ce moment pour être un lieu d'habitat. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que, en fait, ce qui était vraiment, je crois, très apprécié des Carole-Massériens, c'était la partie jazz, la partie blues, qui était un point de programmation intéressant de cette salle, en plus du reste. Bon, eh bien, aujourd'hui, on continue à soutenir, et on soutient, par exemple, les spectacles de Charleville Action Jazz au théâtre municipal. Et donc, on continue à avoir, pour ceux qui sont amateurs de cette musique-là, de la programmation. Alors, on pourrait peut-être essayer d'en avoir encore davantage, mais en tout cas, on a du blues et du jazz qui se poursuivent, avec un soutien à CAGE, Charleville Action Jazz, qui lui est confirmé et entretenu d'année en année. Et un concert vendredi soir, effectivement, tout à fait. Mais là, c'est dans l'auditorium du conservatoire, c'est ça. Bien, sur ce premier rapport dont il s'agissait de prendre acte, eh bien, je pense que nous avons fait ce qui convenait. On en prend acte. Le rapport numéro 2, alors c'est effectivement un rapport. Alors là, cette fois-ci, oui, non, c'est aussi un rapport dont on va prendre acte, mais il s'agit de la communication du rapport d'activité d'Ardennes Métropole. Rapport d'activité particulièrement détaillé, ce qui comporte aussi les comptes administratifs d'Ardennes Métropole. Et toute la première partie est heureusement plus accessible et davantage calée sur la description de nos services publics pris en charge par l'AGLO. Là, pour la plupart d'entre nous, oui, mais je finis simplement pour dire qu'on l'a déjà pour la plupart connu et découvert en conseil communautaire. Sylvain. Oui, c'est justement là que je voulais en venir. On a effectivement vu le dossier en conseil communautaire et on a reçu, tous les élus communautaires ont reçu le programme, enfin pas le programme, le récapitulatif de l'année 2022. Je dois dire que, bon, ça fait quelques années que je siège dans le conseil municipal, j'ai rarement vu un travail de cette qualité. Il faut leur dire, tu en parleras au président de Ardennes Métropole. En tous les cas, c'est un travail de grande qualité qui n'est pas rébarbatif, parce qu'en règle générale, quand on aborde des dossiers comme celui-là, c'est un peu rébarbatif. Là, c'est très intéressant et ça fourmille d'indications qui nous permettent de gérer la collectivité. Très bien, mais je transmettrai aussi tes remerciements à Jean-Marc Rossini, le directeur général d'Ardennes Métropole, parce que c'est en particulier lui qui coordonne la préparation de ce document. On en prend donc acte et on passe au rapport numéro 3. Alors, le rapport numéro 3, c'est un rapport classique dans son principe, mais qui, hélas, nous rappelle à chaque fois qu'une partie de nos agents, et notamment nos agents de police municipale, sont parfois l'objet et victimes de violences à leur encontre. En l'occurrence, il s'agit de violences, effectivement, dans le cadre d'une rébellion d'une personne dont qu'ils étaient en train d'arrêter. Ces violences et cette rébellion a été sanctionnée par la justice, qui alloue à notre agent, notre policier municipal, la somme de 6 962,50 € de dommages et intérêts. C'est-à-dire que malgré tout, les violences ont dû être assez prononcées, parce que c'est déjà, voilà, dans le cadre, dans le référentiel judiciaire habituel, c'est déjà une somme importante. Si nous n'intervenions pas, eh bien, ce serait à notre agent par les voies de droit qui sont ouvertes, d'essayer d'obtenir le règlement par l'auteur des faits de cette somme de dommages et intérêts à son profit. Ça pourrait prendre un certain temps, ça pourrait rencontrer aussi un certain nombre de difficultés. Et donc, en quelque sorte, on aurait l'un de nos agents qui aurait été victime de violence à son égard, qui aurait bénéficié d'une décision de justice en sa faveur et qui, malgré tout, eh bien, ne pourrait pas percevoir les sommes. Donc, c'est là qu'on intervient, dans un schéma classique que vous connaissez, où on va donc nous
verser cette somme au policier municipal en question, et puis ensuite, nous nous retournerons avec l'aide de la trésorerie qui est en charge de la ville de Charleville-Mézières pour obtenir le versement par l'auteur des faits, le vrai débiteur de la condamnation, de cette somme d'un peu moins de 7 000 €. Voilà le schéma, c'est ce qu'on appelle effectivement le dispositif de protection fonctionnelle, et je vous propose donc de l'appliquer une fois encore à l'égard d'un de nos agents de police municipale. Oui, Sylvain. Alors, ça a été rappelé, mais je tiens à insister sur quelques points. La ville assure la protection fonctionnelle d'un agent. C'est une excellente démarche, parce qu'on ne peut pas, nous ne pouvons accepter que les agents de la collectivité, quels qu'ils soient, policiers municipaux ou agents qui interviennent sur la voirie, ne font que leur métier quand ils sont sous la vindicte d'un certain nombre de nos concitoyens carolo-massariens, et que la ville de Charleville se porte la garantie fonctionnelle, est quelque chose de très bien et qui doit être rendu public pour faire signaler qu'effectivement, dans notre collectivité, nous ne laissons pas faire les choses. Mais je suis étonné quand on parle de protection fonctionnelle, celle que l'on doit, je le disais, à tous les agents. Il y en a à qui la collectivité ne poursuit pas. Et je fais référence à la condamnation récente de la ville dans le dossier du Bruno Poncelet. La Cour administrative appelle à accorder à cet agent une indemnité pour le préjudice moral. L'indemnité est de 3 000 €. À saisir l'attribution de la protection fonctionnelle. Comment allez-vous gérer ce dossier? Et je veux dire que pour l'avoir vu, la personne concernée vit très mal sa situation actuelle. Bien, je crois que c'est un dossier dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. À chaque fois, il était évoqué en conseil municipal en écho à des déclarations dans la presse des uns des autres. Je veux rappeler les faits dans ce cadre de cette affaire. Les faits sont hélas assez simples. En 2015-2016, Alain Barthélémy et moi, qui étaient à l'époque adjoints au sport, et bien sûr la direction générale de l'époque, avons eu connaissance du drame que vivaient un certain nombre d'agents du service des sports, dont certains ont fondu en larmes devant nous, à raison de l'ambiance de ce qu'ils vivaient au service des sports, dirigé à l'époque par M. Poncelet. On a, dans un premier temps, écarté M. Poncelet de la direction du service, puis diligenté une enquête. On a pris des mesures qui étaient des mesures conservatoires pour s'assurer qu'une partie des difficultés qui nous apparaissaient allaient être suspendues et qu'on allait pouvoir examiner la situation. On a au total, après une enquête qui a dû concerner plusieurs dizaines de personnes, parce qu'il y avait énormément de monde concerné, impliqué, qui ont porté des témoignages, on a considéré que les faits étaient suffisamment graves et suffisamment sérieux pour proposer une mesure disciplinaire d'un niveau extrêmement élevé, puisque ce qui a été retenu par une commission de discipline, c'est 2 ans d'exclusion avec 6 mois de sursis, donc 1 an et demi d'exclusion ferme. C'est rarissime, je ne connais pas d'autres, à l'exception d'une mesure de révocation prononcée à l'égard d'un agent qui s'était rendu coupable de faits criminels à l'égard de personnes âgées. Je n'ai pas connaissance qu'on ait prononcé de sanctions disciplinaires plus lourdes. Cette sanction disciplinaire, elle n'a jamais été contestée. Jamais. Par l'intéressé, probablement parce qu'il savait qu'il n'aurait sur ce terrain pas gain de cause. En revanche, ce monsieur a multiplié les démarches de manière tout à fait dilatoire, il faut bien le reconnaître, et donc effectivement, on a considéré dans ce cadre-là que nous n'avions pas l'obligation de lui apporter la protection fonctionnelle, puisque c'était lui qui réalisait des démarches à l'égard de la ville dans une logique de... Je fais beaucoup de bruit, je tracasse énormément la ville pour essayer, je crois, de dissimuler le principal, à savoir la sanction disciplinaire qui lui avait été appliquée.
Le tribunal de première instance, le tribunal administratif de Châlons a considéré que nous avions raison. Et la Cour administrative d'appel de Nancy a considéré que nous avions tort. Eh bien, on va demander maintenant au Conseil d'État de trancher cette affaire. Donc on est dans un cadre de droit, mais la ville de Charleville-Mézières et ses élus et les cadres impliqués n'ont jamais eu qu'un seul objectif en tête, protéger les agents. On a des responsabilités à l'égard des agents, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a amené à écarter, puis ensuite à sanctionner M. Poncelet. Et on est là pour protéger aussi les intérêts de la ville. Et donc, effectivement, on n'accorde pas la protection fonctionnelle à des gens qui, a priori, font des procédures à notre égard pour, dans une logique qui, effectivement, à bien des égards, peut s'apparenter à du harcèlement. Et donc, effectivement, on n'avait pas accordé cette protection fonctionnelle. Maintenant, si la justice en décide autrement, eh bien, nous reverrons notre position. On n'a, là encore, rien de personnel à l'égard de quiconque. On essaie simplement de protéger les agents et les intérêts de la ville. Voilà les éclaircissements que je voulais vous apporter. Je pouvais vous apporter. Et pour terminer sur la protection fonctionnelle, nous avons un petit tableau, là, je vous montre, parce que j'en parle régulièrement, et je vous assure qu'on fait régulièrement le point, c'est-à-dire ce sont les 21 protections fonctionnelles accordées. Alors, c'est dans l'écrasante majorité à l'égard d'agents effectivement de la police municipale, qui ont, comme l'agent dont on parle ici, bénéficié de l'octroi de dommages et intérêts, on les a indemnisés et puis on se retourne contre les auteurs des faits qui sont ici avec l'aide de notre service financier qui est notamment la trésorerie municipale de Charleville-Mézières. Voilà, là encore, c'est de protéger les agents et les intérêts de la ville. Oui, M. Della Rosa. Je suis surpris à la fin de la réaction parce que en 2017, j'avais fait un courrier. 2017, j'avais fait un courrier demandant des explications. On nous disait qu'il y avait du harcèlement, ce que tu viens de répéter, mais je n'ai jamais su depuis 2017 quels étaient les griefs que la collectivité portait à l'égard de cet agent. Sylvain, ta mémoire te trahit. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle en conseil municipal et ça fait donc plusieurs fois qu'on évoque ce sujet. On va retrouver les éléments de nos échanges sur ce point. Voilà, j'espère que c'est sincère, l'oubli dont tu parles. Parce que, là, ton insistance sur le sujet pourrait me porter à en douter, mais on va clarifier tout ça. Après, les doutes, peu importe. Ce qui compte, c'est la réalité. On a déjà évoqué ce sujet, tu as déjà eu des éléments de réponse. On n'a absolument rien à cacher. Ce monsieur a de toute façon très largement contribué à ce que tous les actes de procédure qui ont été appliqués à son égard soient dans la presse avec une communication de la ville, une réponse de M. Poncelet, voire en général un deuxième ou un troisième article ensuite pour nous tenir au courant. Donc très honnêtement, il n'y a plus rien à cacher sur cette question. Rien. Tout est sur la place publique. Alors, si on peut avancer sur cette protection fonctionnelle, la mettre aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 4, c'est les 1000 premiers jours. Je cède la parole à Armelle Lequeux-Laménie. Merci. Donc oui, ce dossier concerne une convention de partenariat dans le cadre des 1000 premiers jours. Pour rappel, fin 2020, début 2021, le ministère de la Santé, associé au ministère de la Solidarité, mettait en place les parcours 1000 premiers jours qui s'étendent depuis le 4e mois de la grossesse jusqu'à la fin de la 2e année de l'enfant. Et l'objectif de ce dispositif était, au regard de la période charnière qu'est cette période dans la petite enfance, de promouvoir la santé, de faire de la prévention précoce et de lutter contre les inégalités sociales et territoriales au niveau de la santé. Ce même conseil municipal, en novembre 2021,
a voté le plan d'action 2020-2026 pour les dispositifs 1000 premiers jours de la ville de Charleville. Alors certes, il existe des dispositifs concernant et travaillant à la santé de la petite enfance et nous agissons en complémentarité des dispositifs existants, puisque nous avons commencé par faire un diagnostic des réalités de terrain sur cette protection de la petite enfance, diagnostic qu'on a mené avec la CAF, l'ARS, la PMI, les maternités et le réseau périnatal, et notamment aidé par le réseau périnatal de Reims. Et donc, il s'est avéré qu'effectivement, mettre en place un dispositif municipal allait permettre de toucher un public qui ne se rend pas toujours aux consultations PMI, dans les LAEP et dans les diverses instances mises à leur disposition. Donc, nous avons mis en place le premier point 1000 premiers jours en 2021 à Manchester. Nous en avons ouvert un deuxième à Mézières et le prochain devrait ouvrir en début d'année prochaine, sachant que notre objectif est de mettre en place des maisons 1000 premiers jours itinérantes et de ne pas recréer une nouvelle institution qui à nouveau ferait fuir les familles. Donc là, nous avons déjà beaucoup de partenariats. J'ai fait la liste. On a déjà beaucoup de partenariats en place. On travaille, et c'est passé devant le conseil municipal, on a une convention avec le conseil départemental, puisque le dispositif 1000 premiers jours travaille avec la PMI et à partir de janvier avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour les petits de moins de 3 ans, et notamment avec la Maison des Solidarités sur son pôle parenthèse avenue de Gaulle. On travaille bien sûr avec l'ARS Grand Est, avec Sedan Gymnique, avec la maternité, avec Ardennes Métropole, dans le cadre du contrat local de santé, puisque ça nous a permis de communiquer avec tous les médecins de Charleville pour qu'ils puissent passer les infos à la population concernée. Et puis Ardennes Métropole, par le biais de la médiathèque. Et on travaille également, on a eu un travail avec le CCAS, puisqu'on a rencontré les travailleurs sociaux pour qu'ils deviennent relais d'information auprès des familles qu'ils rencontrent. Et donc là, aujourd'hui, c'est la CPAM qui s'est rapprochée de nous, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui, bien sûr, vous le savez, est un acteur essentiel sur la promotion de la santé. Et ils se sont rapprochés de nous parce qu'ils étaient intéressés pour intervenir dans nos maisons 1000 premiers jours. Et donc, l'objet de la convention aujourd'hui, c'est de valider ce travail en partenariat avec la CPAM, dont on connaît l'expertise en termes de santé, mais aussi de soutien à la parentalité. Donc l'objectif est d'approuver cette convention. Et juste pour une information qui peut vous intéresser, on est très soutenu par l'ARS locale, mais aussi par l'ARS Grand Est, qui pour l'année écoulée nous avait attribué une aide de 30 000 € et qui pour l'année à venir nous accorde une aide de 50 000 €. Donc, c'est dire quand même... Alors, je pense que c'est dû au fait que très peu de villes sur le quart Grand Est se sont lancées dans le projet 1000 premiers jours, mais c'est aussi peut-être pour saluer le travail qui y est fait. Voilà, je vous remercie. Merci Armelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Non? Eh bien, écoutez, je vais vous proposer... Pardon? Oui, j'y étais, et je vois bien, enfin, si c'était, il y a dû y avoir, c'était en quatrième, oui, parce qu'en première, effectivement, on est passé assez rapidement sur le sujet, en dehors d'une question qui était de savoir s'il y avait toujours un représentant départemental pour l'UNICEF. Voilà, c'est ça. C'est une bonne mémoire de nos échanges. Et tu te souviens de la réponse aussi? Oui, je m'en souviens. Et donc, nous allons mettre aux voix cette convention de partenariat avec la CPAM. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 5, c'est un rapport qui va nous permettre de sortir d'une situation un petit peu bancale où nous nous trouvons, alors que le département Ardennes Métropole et la ville de Charleville-Mézières ont décidé de travailler ensemble pour un sujet qui, je crois, devrait réjouir tous les contribuables, la mutualisation d'un investissement dans un système d'information géographique. Alors, vous pourriez me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un système d'information géographique? Eh bien, c'est en fait une numérisation de la ville. En
fait, chaque rue est numérisée avec les hauteurs, les largeurs, des trottoirs, des installations, des équipements publics qui sont visibles à l'œil nu, mais aussi de ceux qui sont, et c'est encore plus intéressant, présents dans le sous-sol, les différents réseaux, etc. Et ces systèmes d'information géographique sont très utiles, ce qui permettent effectivement, quand on réfléchit à un réaménagement d'une rue, à y faire passer, par exemple, comme on est en train de le faire en ce moment, un réseau de chaleur, eh bien, on peut anticiper, savoir à quel endroit on peut installer justement les canalisations. Enfin, voilà, c'est un outil de pilotage et d'aménagement de la ville qui est extrêmement utile. Alors, ce gros travail de numérisation il coûte naturellement cher, et plutôt que de le faire seul dans notre coin, avec parfois peut-être aussi la difficulté de trouver les compétences pour réaliser ces travaux, eh bien, nous avons décidé avec le département et Ardennes Métropole de mettre nos moyens en commun. Sauf que on a des délibérations qui ne sont pas tout à fait concordantes, notamment sur le partage de ce qui revient à la ville de Charleville-Mézières. On avait, avec Ardennes Métropole, imaginez qu'il y aurait un demi, la moitié pour le département, la moitié pour Ardennes et le métropole et la ville, c'est 25 chacun. Et pour le département, eh bien, c'est moitié département, moitié Ardennes métropole. Donc on a aujourd'hui, puisque en fait ce problème qui date de 2019, et sur lequel je pense que le Covid n'est pas venu améliorer les choses, nous laisse quelques années là de fonctionnement qui n'a pas été correctement réparti. Donc on va, c'est normal que Charleville-Mézières, qui n'a pas payé pour l'instant sa part dans cette affaire, la règle. C'est l'objet du rapport. Protocole transactionnel, on va donc régler la somme de 142 167,94 €. Puis surtout, on va très prochainement reprendre des délibérations qui vont nous permettre de sortir de cette situation un peu ubuesque. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on mette aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on enchaîne une petite série de rapports qui touchent à notre patrimoine. Je vais donc céder la parole à Alain Barthélémy. Merci, Monsieur le maire. Oui, les trois rapports qui suivent donc s'inscrivent dans le cadre de la rationalisation du patrimoine de la ville. Je vous présente le rapport 6 qui concerne la cession d'un bâtiment communal qui se situe au 68 de la chaussée de Sedan. C'est une parcelle de 398 mètres carrés sur lequel est bâti ce bâtiment de 110 mètres carrés qui abritait auparavant un hôtel aujourd'hui fermé, qui est entièrement à réhabiliter. L'estimation des domaines s'élève à 32 000 € avec une fourchette basse à 28 000 €. Nous avons enregistré 3 visites et 2 offres. Nous avons retenu celle de M. Parapel qui, lui, propose 27 000 € pour y créer des logements. Tous les frais sont naturellement à la charge de l'acquéreur. Et nous avons signé un compromis avec M. Paradel le 4 octobre 2023. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'approuver la cession de l'immeuble dont je viens de rappeler les détails. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport 6. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Je propose qu'on le mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 7. Alors, le rapport numéro 7 concerne, lui, un ensemble immobilier qui se situe 75 rue des Forges Saint-Charles. C'est un bien qui a été acquis par la ville en septembre 2011, qui est composé d'un hangar aménagé de locaux de formation de 70 mètres carrés et d'une maison en ruine d'environ 64 mètres carrés, le tout situé sur une parcelle de 790 mètres carrés. Aujourd'hui, l'association Formation Sécurité Informatique appliquée occupe les locaux au titre d'un contrat de location avec l'ancien propriétaire que nous avons régularisé lors de l'acquisition en septembre 2011. Au mois de mars 2023, Madame Nathalie Balland, la directrice de l'AFSIA, a proposé à la collectivité d'acquérir cet ensemble immobilier.
Elle souhaite réaliser des travaux parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en conformité, il n'est plus aux normes pour l'activité qui est exercée. Les domaines l'estiment à 27 200 €, toujours avec cette marge d'appréciation de 10%. Madame Balland, qui représente la SCI La Falaise, a signé un accord de principe sur la base de 27 000 €, frais à sa charge naturellement. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir de décider la cession de l'ensemble dont je viens de rappeler le détail. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition de vente? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 8. Alors, le rapport numéro 8, c'est toujours une cession d'un bâtiment communal qui, cette fois, se situe au 12 rue de l'Abattoir sur une parcelle de 175 mètres carrés. C'est l'ancienne maison du gardien des abattoirs municipaux. C'est une maison qui date des années 90 et qui est entièrement à rénover. Cette maison de 139 mètres carrés 84 se compose d'un logement et d'un appartement au premier étage, ainsi que de combles et d'une cave. On l'a mis en vente sur le site de la ville au prix de 67 000 €, qui correspond à l'estimation des domaines. On a eu deux propositions, une à 48 000 € et l'autre à 69 000 €, qui est supérieure à l'appréciation des domaines. Donc, au vu des deux offres, on a proposé de retenir celle de M. David Assoin, qui est architecte, pour un montant de 69 000 €, en précisant que les frais seront à sa charge. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir de décider la cession de ce bâtiment. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Non. Alors, je vous propose qu'on le mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 9, également rapport qui concerne notre aménagement urbain, donc Alain Barthélémy. Alors, c'est effectivement un rapport qui s'inscrit dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la Ronde Couture, précisément rue Albert Cacot, et c'est la régularisation foncière dans le cadre de l'opération de construction de 24 logements par Habitat 08. Le 27 juin 2012, la ville avait approuvé, dans le cadre du PRU sur le quartier de la Ronde Couture, le déclassement et la cession à titre gratuit au profit d'Habitat d'une partie de parcelle pour 5 200 mètres carrés. Cette cession s'inscrivait donc dans le projet dit CACO Sud pour réaliser la construction de ces 24 logements. Aujourd'hui, il s'agit de procéder à une régularisation foncière suite à un nouveau document d'arpentage. Les logements achevés en 2013 sont donc construits sur les nouvelles parcelles dont vous avez les références cadastrales dessous, sur une parcelle de 5 240 mètres carrés. Il s'agit donc pour nous ce soir de prononcer, suite au nouveau découpage parcellaire, le déclassement du domaine public communal des parcelles dont les références cadastrales sont indiquées sur le présent rapport. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, je vous propose qu'on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport suivant, ça concerne une opération importante, puisqu'il s'agit des terrains familiaux que nous réalisons à Manchester pour permettre la sédentarisation d'une partie de la communauté des gens du voyage de Charleville-Mézières, en l'occurrence ceux qui vivaient il y a encore quelques années de cela sur le terrible bidonville du Bois d'Amour. Alors, effectivement, c'est un ajustement financier qui passe par cet avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage avec Ardennes Métropole pour la réalisation de terrains familiaux. Ça fait suite à la décision du conseil municipal qui avait approuvé un programme de création de logements adaptés de terrains familiaux avec les aménagements provisoires et approuvés.
la mise en place d'une commaîtrise d'ouvrage avec Ardennes Métropole, tout en désignant la ville comme maître d'ouvrage unique pour assurer l'opération de création de terrains familiaux sur le quartier de Manchester. Aujourd'hui, les consultations du marché sont terminées et font apparaître un coût total de projet de construction des 12 terrains familiaux révisés à hauteur de 1 305 000 € TTC. Le montant remboursé à la ville de Charleville-Mézières doit également se faire sur le TTC et non sur le hors-taxe, comme il avait été indiqué dans la convention initiale, puisque Ardennes Métropole récupère ensuite le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Vous avez le détail dessous des subventions obtenues ou en cours d'obtention. Plus loin, le détail de l'évaluation financière et la modification. Il nous appartient donc ce soir au Conseil municipal d'approuver cet avenant numéro 1 qui contient les éléments que je viens de vous rappeler. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport numéro 10. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Vous savez que l'autre partie du projet, c'est la réalisation d'habitats adaptés. Donc les deux au total vont nous permettre de reloger, cette fois-ci de manière pérenne, la totalité des familles qui sont encore aujourd'hui installées sur le chemin de la Tortue-Roi et qui viennent donc initialement du terrain du Bois d'Amour. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va aujourd'hui prendre, si vous en êtes d'accord, je vais laisser Quentin Klein nous en exposer les motivations, mais peut-être prendre une décision, et c'est assez rare, qui nous fera revenir sur une décision antérieure, non pas d'élu de Charleville-Mézières, mais d'un élu de Charleville, en l'occurrence même notre prédécesseur, savoir André Lebon, et puis qui avait le 2 janvier 1960 proposé à son conseil municipal, qu'il avait décidé, la fermeture du cimetière Boutet. Alors, on se propose, nous, de le rouvrir, et Quentin, je te laisse nous en exposer les raisons. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines, on a lancé un audit d'ampleur sur l'état du funéraire dans notre ville, par le biais notamment de la création d'un poste de conservateur des cimetières. Et cet audit nous a permis de lancer un grand plan d'action sur l'ensemble des 10 cimetières de notre ville, puisque c'est une vraie originalité qui s'explique par notre histoire de la fusion de plusieurs communes. On a 10 cimetières à Charleville-Mézières, ce qui est vraiment un nombre important. Et de multiples problématiques ont été soulevées, et notamment notre plan cimetière, je vous le rappelais, il vise à améliorer l'accessibilité, la lisibilité de nos cimetières. Donc ça, c'est ce qui se traduira par l'accès par le site internet de la ville à l'ensemble de la cartographie de nos cimetières, pour que quand des gens de familles qui sont enterrés à Charleville-Mézières souhaitent savoir où leurs aïeux ont été enterrés, eh bien, ils pourront consulter le site de la ville pour le savoir. Ça n'existait pas. En plus, on a eu, vous le savez tous, par le biais de notre cyberattaque, de grosses difficultés pour retrouver la cartographie de nos cimetières. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mon estimé collègue Salah qui pourrait mieux en parler que moi, c'est sur la renaturation, puisque c'est lui qui mène ce travail. Et le troisième point de ce plan, c'est la sécurisation de nos cimetières, puisque on lance un vaste plan aussi de sécurisation pour les années à venir, de par leur entrée et de par la vidéoprotection de nos cimetières, puisque le maire a en charge la protection des cimetières de la ville. Donc voilà pour les différents points donc du plan d'action de nos cimetières. Et de ce plan d'action, on a aussi remarqué qu'il y avait un grand nombre de concessions à reprendre, notamment dans 3 cimetières qui sont fermés. Et le premier est le plus emblématique de tous, puisque c'est aussi là que, vous le savez tous, Arthur Rimbaud est enterré. C'est le cimetière Boutet, qui fait l'objet presque toujours, alors peut-être toutes les semaines, de demandes de citoyens de notre ville pour y être enterrés, puisque je crois que c'est l'un de nos plus beaux cimetières, et que cette fermeture par cette décision du conseil municipal de Charleville de 1960 a conduit à ce qu'il soit abandonné, et puis donc ce qui s'explique par la fermeture d'un cimetière, ça implique la fermeture donc du cimetière. Des concessions nouvelles à des fins d'inhumation ne sont plus autorisées. Les inhumations au sein des concessions existantes, là, restent autorisées, mais les exhumations
pour reprendre des concessions ne sont plus non plus possibles. Donc toutes les concessions qui sont abandonnées et en ruine ne peuvent pas être reprises et donc tombent en ruine, et ça donne un état en partie de délabrement du cimetière, ce qui est, je crois, très dommage, puisque il est à la fois très attractif pour nos concitoyens et il représente un intérêt touristique particulier. Voilà. Donc, dans le cadre de l'audit, on a recensé donc 368 concessions échues, 376 concessions abandonnées et 555 concessions perpétuelles, qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Ça, c'est à titre d'information. Donc, la réouverture du cimetière nous permettra donc de relancer une procédure de reprise des concessions abandonnées, comme je vous le disais, pour lui donner un meilleur attrait, et donc de permettre à des concitoyens de reprendre des concessions pour y être de nouveau enterrés. Voilà. Donc, il vous est demandé d'approuver la réouverture du cimetière Boutet. Merci Quentin. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Des demandes de réservation? Non, pas tout de suite quand même. On n'est pas tous... Bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de remarques, je vous proposais qu'on mette aux voix ce rapport, un rapport historique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, ça touche toujours aux activités funéraires de notre ville, et donc c'est le même adjoint qui va s'en charger. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, pour faire suite aussi à notre plan cimetière, il est nécessaire, dans le cadre de la reprise des concessions, de recréer une commission funéraire qui s'assurera de 4 points. Le premier, c'est d'assurer le suivi du plan d'action relatif à la redynamisation de nos cimetières, donc, que je vous ai préalablement présenté, dans le cadre notamment de l'évolution législative, et également de remettre à jour le règlement de nos cimetières qui date de 2005 et qui est en cours de préparation. De contrôler les enquêtes liées à la reprise de concession, ça c'est la mission que lui fixe la loi, la mission principale. Donc c'est-à-dire que lorsque des concessions sont échues, le service funéraire doit procéder à la recherche des ayants droit, et donc par la consultation de différents fichiers, et il appartient à la commission funéraire, composée de 5 élus, de vérifier que les recherches ont bien été effectuées et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'ayants droit qui puissent venir souhaiter voir la concession renouvelée. C'est tout à fait la même chose d'ailleurs dans le cadre des concessions perpétuelles qui n'existent plus, et que je vous ai précisé où le cimetière Boutet en compte un grand nombre, je vous ai précisé dans le point précédent. Elle servira également à élaborer la liste établie annuellement des concessions à reprendre de la ville, puisque, évidemment, dans le cadre de notre plan cimetière, vous avez compris, et vous le verrez sur le point budgétaire, qu'il y a un grand nombre de concessions qui doivent être reprises, qui nous permettra, parce qu'on a aussi une saturation, c'est de là que vient notre audit, puisque saturation de l'ensemble de nos cimetières, et donc ça doit nous conduire à reprendre des concessions de façon importante. Et enfin, d'établir les constats de mise en péril. Donc ça rejoint les points précédents. En amont du procès-verbal, ils seront soumis à l'approbation de la commission. Et les constats de mise en péril sur les monuments principaux qui sont en état de péril important. Et on en compte quelques-uns. J'ai eu la chance de visiter l'ensemble de nos cimetières, et croyez-moi, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc la commission funéraire, il vous est proposé donc d'approuver sa création et d'en désigner les membres suivants. Donc moi-même, Yves Huard, qui est le conseiller délégué à la citoyenneté et à la sécurité et au monde combattant, Fatia Banou, qui est conseillère municipale déléguée à l'état civil et aux élections, Michael Duflox et Sylvain Dallarosa pour représenter l'opposition. On est très heureux qu'il ait accepté d'en faire partie. Bien, merci. Et je précise que quand on dit reprendre des concessions, il s'agit de reprendre des concessions qui sont échues ou abandonnées. Naturellement bien modifier aucun droit de quiconque dans cette affaire, mais si nos cimetières sont, pour certains, dans un aussi triste état, c'est parce qu'on a énormément aujourd'hui de concessions qui sont abandonnées. Personne ne s'occupe, et malgré tout, on a des restes, des humains qui sont là, qu'il va nous falloir exhumer dans les conditions prévues par la loi pour pouvoir reprendre effectivement l'emplacement et l'attribuer à d'autres personnes, à d'autres défunts. Même pour préciser le point, monsieur le maire, c'est la reprise des concessions échues ne se fait pas de tradition avant au moins 5 ans. Enfin, donc on parle d'une...
Très bien, donc on sait que le temps du funéraire est un temps long, mais il faut effectivement s'organiser dès à présent, et je crois que c'est quelque chose d'important, la façon dont nous gérons nos cimetières, la façon dont nous accueillons les familles des défunts dans nos cimetières est extrêmement importante. C'est un sujet très sensible pour beaucoup de nos concitoyens, et donc à la fois le fait de lutter contre ces concessions abandonnées, échues, ce défaut d'entretien, et aussi améliorer l'entretien des espaces publics des cimetières, avec notamment les processus de végétalisation qui ont été lancés. Tout cela concourt à ce qu'on ait à l'avenir des cimetières, pas dire plus accueillants, mais en tout cas plus agréables pour ceux qui s'y rendent et vont se souvenir de leurs parents, amis, voisins, défunts, et qui pourront le faire dans de meilleures conditions à l'avenir que c'est le cas aujourd'hui. Ça nous paraissait être un sujet qu'il nous fallait réinvestir de manière extrêmement importante. Donc on complète aujourd'hui cette volonté par la création d'une commission. Alors, c'est pas comme disait Clémenceau, quand je veux enterrer un problème, je crée une commission. Là, en l'occurrence, il s'agira effectivement, dans cette commission, justement, de prendre un certain nombre de décisions de manière collégiale sur les orientations à suivre et les orientations d'action. Une commission pour agir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, sur le principe de créer cette commission, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a ensuite des désignations individuelles. Donc, nous pourrions être amenés à voter à bulletin secret si un seul d'entre vous le souhaitait. Est-ce le cas? Bien, je vous en remercie. Et donc, on peut voter, je pense, à main levée. Qui est contre la désignation qui a été proposée? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, c'est dans le funéraire, et donc on se plaçait dans l'au-delà. Là, on est dans le monde d'aujourd'hui, où on va essayer de compter les carolo-macériens qui vivent à Charleville-Mézières. Et donc, ça implique de recruter des agents recenseurs, Quentin. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Donc, c'est le rapport tout à fait traditionnel maintenant qu'on présente une fois par an. Il s'agit donc de vous faire valider et approuver le recrutement et surtout la rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la collecte de recensement de la population 2024 pour la ville de Charleville-Mézières. Donc, comme vous le savez, on contractualise avec des agents recenseurs qui se rendent chez les carolo-macériens. Donc, c'est l'INSEE qui fixe la partie de la ville qui va être interrogée et les foyers qui vont être interrogés. Et comme depuis maintenant plusieurs années, on choisit et on propose de fixer cette rémunération de façon au mérite, c'est-à-dire par rapport au nombre de bulletins recensés. Et donc on a d'ailleurs en plus une enveloppe de 1 000 € qui permet de récompenser la qualité de la collecte et qui est répartie proportionnellement aux résultats entre chacun des agents recenseurs dont le taux de collecte est supérieur ou égal à 96%. Donc voilà, il y a une partie de la rémunération qui est fixe, qui correspond à la tournée et aux demi-journées de formation obligatoires et aux frais de déplacement. Et puis le reste est réalisé au mérite, c'est-à-dire au résultat, puisque plus la qualité de la collecte est bonne, plus évidemment les chiffres de notre population correspondent à la réalité et donc sont de qualité. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver les modalités de recrutement, d'approuver la rémunération des agents recenseurs et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre cette disposition. Je vous remercie. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce recrutement d'agents du recensement? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, en l'absence de Yacine Sen, je vais assurer la présentation de cette attribution de subvention à une association bien connue, Espace-Temps Libre Senior, association qui travaille en lien très étroit avec le CCAS, puisque c'est le fer de lance d'un certain nombre d'activités proposées aux seniors de Charleville-Mézières. Et
pas pour rien, donc, dans le fait que, par exemple, on soit aujourd'hui reconnu ville amie des aînés, puisque l'offre qui est celle de TLS a assurément compté dans la précisation positive qui était portée sur la façon dont les seniors peuvent vivre et s'amuser, se passer des moments de découverte, des moments sportifs, bref, toutes les choses qu'Espace Temps Libre Senior et nos différents points seniors proposent. Est-ce qu'il y a une question sur cette attribution de subvention? Non. Je propose qu'on la mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 15, grand classique, confie donc traditionnellement notre adjoint au personnel, Arnaud Vuattelet. Effectivement, c'est notre tableau des effectifs habituel qu'on a toujours en fin de conseil municipal. Là, pour ce soir, il s'agit de créer 2 emplois au sein de notre collectivité, un poste à la direction enfance-jeunesse dans une crèche, puisqu'il s'agit d'un chargé d'accueil du cadre d'emploi des adjoints administratifs, et un deuxième poste, un poste là du cadre d'emploi des adjoints techniques, receveur placier au sein de notre direction de la citoyenneté et de la sécurité. Voilà, monsieur le maire, j'en ai fini avec ce tableau des effectifs. C'est une des performances les plus remarquables qu'on ait connues ces derniers mois. Bravo. Vraiment, se perfectionne et s'améliore sans cesse. Bravo Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non pas que le sujet ne soit pas intéressant. C'est juste, je crois que je ne voudrais pas que ce qu'on se dit là soit détourné. C'est un sujet important. Ce qu'on se demande tous juste, c'est pourquoi il nous faut passer en conseil municipal aussi régulièrement pour informer des modifications du tableau des effectifs. On ne voit absolument pas ce que ça apporte ce que ça présente comme intérêt, si ce n'est une très grande lourdeur dans l'adaptation des postes, et donc parfois la création justement ou l'affectation de personnel dans des domaines où on a besoin, le redéploiement, etc. On a naturellement des instances sociales dans lesquelles on discute de tout cela, mais en plus, on doit passer en conseil municipal, ce qui nous amène, et là, cette fois-ci, c'était bref, à examiner ce type de rapport. Peut-être qu'un jour, le législateur nous en dispensera et il sera bien inspiré. On va néanmoins le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on va donc terminer par un rapport d'information, mais qui, pour être un rapport d'information, n'en est pas moins un rapport extrêmement important et intéressant. Je crois, tous les membres du conseil municipal, mais aussi, bien sûr, les Carolo-Massériens. Je cède la parole à Frédéric Jolion, notre vice-président du CCS. Merci, monsieur le maire. Donc, le CCS a en effet voté une modification de son règlement des aides facultatives. Et donc, on a trouvé intéressant avec monsieur le maire de vous en parler pour donner une audience un petit peu particulière à cette décision. D'abord, pourquoi on a modifié ce règlement des aides facultatives? Tout simplement parce que notre population évolue, ses besoins évoluent, et donc il faut toujours essayer de s'adapter, puisqu'on est au CCS au service des habitants de Charleville-Mézières. Comment nous l'avons fait? À partir notamment de l'analyse des besoins sociaux qui avait été menée et qui est la photographie sociale en fait de la population du territoire. Et puis on a grandement profité évidemment de l'évaluation des politiques publiques qui avait été menée l'année dernière et qui avait porté justement sur les aides facultatives. Et on l'a fait avec une philosophie de droits et de devoirs, essayer d'apporter les droits les plus pointus, les plus adaptés aux besoins de la population, et puis rappeler que le CCS n'est pas un dû, c'est quelque chose qui appelle aussi une action de la part d'un certain nombre de nos concitoyens. Alors on a d'abord modifié des critères d'attribution. On était, par exemple, on a quand on est en commission permanente tous les lundis matins un baromètre en fait qui est le reste à vivre. À chaque demande, on regarde le nombre d'euros par jour, et parfois il est extrêmement faible que nos concitoyens ont pour vivre quand ils ont payé leurs charges, loyer, énergétiques et prêts divers et variés. Et ce reste à vivre qui n'est qu'un outil d'aide à la décision. On peut évidemment y déroger quand on se rend compte d'une situation particulière, par exemple d'une personne qui est victime de violences conjugales. C'est pas parce qu'elle gagne un tout petit peu plus d'argent qu'on ne va pas être à sa disposition pour la soutenir, évidemment.
Et ce reste à vivre était à 6 euros. On a décidé de le passer à 8 euros, donc une augmentation assez importante pour aider donc plus de personnes. Mécaniquement, ça va aider plus de personnes. On a décidé également d'inclure dans les charges et donc de faire baisser le reste à vivre. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'instaurer notamment un forfait activité, parce qu'on sait que les personnes qui travaillent ou qui reprennent une formation pour ensuite travailler ont forcément des charges supplémentaires. Difficiles à évaluer, elles sont forcément individuelles. On n'a pas tous les mêmes charges liées à notre travail, mais on a souhaité instaurer un forfait. Voilà, on réduit le reste à vivre, évidemment, fictivement d'une personne, et donc on va l'aider un petit peu plus parce qu'elle travaille et parce qu'elle ou parce qu'elle reprend une formation pour aller travailler. Et puis de la même manière, notamment pour les seniors, et on vient en effet d'obtenir le label d'Il-Aimé des seniors au niveau or. On a décidé, par exemple, d'inclure des sommes qui ne sont pas prises en charge par diverses collectivités ou par la sécurité sociale, et d'inclure donc ces sommes dans les charges, puisque c'est absolument incontournable. Une personne qui est dépendante et qui a besoin d'une aide ménagère, elle a absolument besoin de la maintenir. Et quand tout n'est pas remboursé, et quand tout n'est pas pris en charge, on a décidé, nous, de l'inclure dans le reste à vivre, dans le calcul du reste à vivre. Et puis, parce que c'est un équilibre de droits et devoirs, on a eu la volonté de rappeler que l'assistanat, c'est pas véritablement la philosophie du CCAS, que c'est un droit absolument essentiel, le CCAS. Tous les carlo-massériens peuvent avoir recours à un moment donné au CCAS et on est toujours à leur disposition, mais ça n'est pas un dû. Et donc on a mis en place quelque chose d'assez symbolique. Par exemple, sur les aides à l'électroménager, on a mis en place un reste à charge de 10%. Pour que les personnes, pour éviter certains abus, on va dire, qu'on constate, en commission permanente, assez régulièrement. Et puis, on a mis en place une dégressivité des aides pour faire dire on est d'accord pour aider, une fois, 2 fois, quand ça devient récurrent, ça veut dire que là, il y a un problème beaucoup plus de fond, et on n'a pas vocation à entretenir nos concitoyens dans cette dépendance au CCAS. On a vocation, si possible, à essayer de les rendre un petit peu plus autonomes. Donc quelqu'un qui vient nous voir au mois de janvier pour un loyer, au mois de mars pour une facture énergétique, et puis qui a une facture d'eau au mois de juin, on va quand même lui envoyer le message à la commission permanente d'une dégressivité des aides, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en charge la totalité. On va aussi travailler, là ça n'a pas été voté au conseil d'administration du CCAS, mais on souhaitait avec monsieur le maire vous en informer. Toujours dans cette logique de droits et devoirs, on doit s'interroger sur la situation d'un certain nombre de nos concitoyens qui sollicitent une aide et où on est en droit assez légitimement de s'interroger sur leur responsabilité. Par exemple, quelle devrait être notre réaction si quelqu'un, au mois d'avril, est condamné pour avoir dégradé un bien public de la collectivité, par exemple d'avoir dégradé un véhicule du CCAS ou de la ville, par exemple, et qui viendrait solliciter le mois d'après une aide du CCAS pour payer son loyer ou une facture énergétique. Comment analyser ce qui nous paraît, je pense, assez majoritairement ici comme une forme de contradiction et comme une demande assez excessive. Et nous allons également travailler sur le rôle des concitoyens en tant que parents. Quand on voit des jeunes de 9, 10, 11 ans qui, non pas une fois de temps en temps, mais de manière récurrente, sont coupables d'absentéisme scolaire. Évidemment, l'éducation nationale est là pour les aider, mais on pense que la mairie et le CCAS ont un rôle à jouer et à interroger le rôle des parents, là d'abord pour les aider, parce que la parentalité et le rôle de parent, c'est pas quelque chose de très facile. Donc il y a plein de structures qui sont là pour aider les parents à pleinement jouer leur rôle, mais on doit aussi interroger la responsabilité des parents quand on a un absentéisme qui est récurrent, voire même la main tendue par la mairie pour essayer de vous aider à exercer pleinement votre rôle de parent et une main qui est refusée, par exemple. À ce moment-là, est-ce qu'on doit continuer à aider autant une famille et est-ce qu'on ne doit pas la responsabiliser en lui disant « écoutez, cette fois-ci, on en a assez ». Et donc là, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'aide de l'État. Et on a une écoute attentive de la part du préfet, donc il n'y aura pas de souci, mais ça va mettre un petit peu plus de temps. Ça ne dépend pas simplement que du CCAS et on reviendra certainement devant vous pour en parler. L'autre modification importante, c'était sur le coup de pouce études. C'est une aide assez ancienne qui vise à aider les étudiants carolo-massériens qui vont faire leurs études à l'extérieur du département. On a pris acte que les pouvoirs publics, de plus en plus, et c'est la crise sanitaire qui a créé ça, ont vraiment pris en compte le fait que tous les étudiants ne sont pas dans une situation de précarité, fort heureusement, mais que la précarité étudiante, ça existe.
et qu'il y a une part minoritaire, mais une part réelle des étudiants qui sont dans une situation de précarité. Et on a constaté que les bourses ont augmenté, que les plafonds pour y avoir droit ont également augmenté. On a vu qu'il y avait tout un panel d'aides, l'aide à la mobilité, 500 ou 1 000 euros suivant la formation, l'aide spécifique annuelle qui peut être de 6 300 euros, l'aide spécifique ponctuelle de 3 000 euros, l'aide au mérite, les prêts étudiants, enfin, tout ça s'est pérennisé, densifié, a été augmenté. Et donc notre coup de pouce études, il devenait complètement redondant. Et nous, notre rôle, c'est d'être complémentaire par rapport aux aides de droit commun. J'arrête pas de le dire, le CCAS des étudiants, c'est le Crous. Nous, on est là pour aider les étudiants, mais en complément de ce que le droit commun fait. Si le droit commun ne va pas assez loin. Et donc on a réfléchi sur est-ce que toutes ces aides étaient globales et permettaient vraiment de résoudre la précarité étudiante. Il nous a semblé donc que les pouvoirs publics n'avaient pas insisté sur un moment où chacun comprendra les dépenses sont certes exceptionnelles mais importantes, c'est le moment de l'installation. Quand on installe son fils, sa fille en études, eh bien, on doit acheter le premier mois, le deuxième mois un sommier, un matelas, un frigo, une cafetière, un micro-ondes, que sais-je. Ça n'a pas vocation à être fait tous les mois, a priori, mais ça représente une somme relativement importante. Et donc on a trouvé que là, il y avait un risque, que parce que ces dépenses étaient très importantes et très exceptionnelles, on risquait d'avoir des familles carlo-massériennes qui allaient dire à leurs enfants, non, tu ne vas pas faire d'études parce que là, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne va pas pouvoir tout acheter, c'est un peu compliqué. Et donc on a mis en place ce coup de pouce études à l'installation, qui est d'une somme forfaitaire de 900 euros, parce que bon, que vous fassiez vos études à Lille, à Strasbourg, à Reims, le prix d'un micro-ondes est à peu près le même, je pense. Et donc 900 euros qui vont être versés en 2 fois, toujours de manière subsidiaire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord solliciter le droit commun, c'est-à-dire être un étudiant boursier. C'est parce que le droit commun est mobilisé, puisqu'on est vraiment dans une situation de subsidiarité, nous, au CCAS, que là, on va aider, et donc on va verser, on verse d'ailleurs, puisque le CCAS a voté ça le 27 septembre dernier, donc on distribue encore, et on distribuera encore des coups de pouce étudiants à l'installation, même pour des étudiants qui font une année d'études sur l'année civile, on a la possibilité de les aider, ça ne pose pas de difficultés. Et puis, toujours droit et devoir, on dit aux étudiants qu'on aide, vous allez intégrer ce qu'on appelle le vivier citoyen, c'est-à-dire que vous allez donner 2 jours de votre temps à la ville ou à une association de Charleville-Mézières qui peut avoir au quotidien une quinzaine de bénévoles, et puis ça suffit pour arriver à faire fonctionner la structure et mener toutes les animations, et puis qu'il y a une grosse manifestation tous les ans. Et tous les ans, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de bénévoles. Et bien là, on va apporter à ces associations un vivier de plusieurs dizaines d'étudiants, évidemment, qui vont donner 2 jours pour aider ces associations. Et puis, moi, j'ai souhaité également mettre en place, puisqu'on s'est rendu compte que c'est incroyablement compliqué, un dispositif d'aide aux aides de droit commun, donc aux aides du Crous, parce qu'on se rend compte que... quiconque a tenté de joindre le Crous se rend compte que c'est quand même relativement compliqué et qu'on peut être assez rapidement perdu dans les arcanes administratives. Donc on a décidé au sein du CCS d'essayer d'avoir un niveau d'expertise qui permette à un étudiant qui dit écoutez, moi je suis perdu, j'arrive pas à solliciter le Crous, avec nos rapports un peu privilégiés, notre connaissance de ce qu'on appelle le dossier social étudiant, de l'aider, de lui donner un coup de main pour que ces aides de droit commun, il puisse en bénéficier et puis en profiter pour lui parler, par exemple, du coup de pouce étudiant à l'installation. Et puis la dernière modification assez importante, c'est ce qu'on appelait avant l'aide à la scolarité, qu'on appelle maintenant la contribution à la vie étudiante. On aime bien changer de nom. C'est notamment pour des étudiants qui sont à Charleville-Mézières et qui auraient des difficultés, lycéens comme étudiants. Il y a un certain nombre de lycéens qui peuvent rentrer dans des formations techniques où on doit faire l'achat d'un certain nombre d'équipements ou de matériel qui peuvent être assez onéreux et qui doivent être faits tout de suite. Donc là, on va pouvoir essayer de les aider. Et puis, on avait la possibilité jusqu'ici, avec le développement du campus Supardenne, on a de plus en plus d'étudiants à Charleville-Mézières. Et on est ravis de les accueillir. Et notre collègue Guillaume Maréchal dépense beaucoup d'énergie pour les accueillir et faire en sorte qu'ils se sentent bien en tant qu'étudiants à Charleville-Mézières. Mais un étudiant peut aussi avoir des difficultés. Et jusqu'ici, on ne pouvait aider un étudiant que dès lors qu'il avait 1 an d'ancienneté de résidence à Charleville-Mézières. C'est-à-dire que n'ayez pas de difficulté la première année, on ne pourra pas vous aider.
Ça nous paraissait un petit peu aberrant. Donc on a supprimé cette condition. Et donc un étudiant qui vit à Charleville-Mézières, qui sera en situation de précarité, qui paiera à payer un loyer, une dépense énergétique, une dépense d'eau, que sais-je, pourra avoir recours au CCAS. Et donc là, on va aussi beaucoup communiquer, si ce n'est déjà fait, auprès de la Maison du Campus, auprès de l'ensemble des associations étudiantes pour faire connaître ce genre de choses. Et donc voilà ce que je voulais dire, et ça me permet de remercier tous mes collègues du CCAS qui, à la COPER, chaque lundi matin, phosphorent et imaginent comment on peut aider au mieux les habitants de Charleville-Mézières. Donc Marie Dizan, Simone Lejeune, Mickaël Duflox et Aziz Nubarki, puis Marie-Christine Sutter et Catherine Dejambe, qui sont également membres du conseil d'administration, et puis tous les autres membres du conseil d'administration qui ont fait évoluer, et vraisemblablement qui, l'année prochaine, feront de nouveau évoluer les aides facultatives, parce qu'on se rend compte que la population qui vient nous voir est une population un petit peu différente. On a beaucoup aujourd'hui de travailleurs pauvres, par exemple, des gens qui travaillent à temps partiel, et on en a beaucoup plus qu'avant. Donc on essaiera d'adapter nos aides pour être à leur écoute. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Merci, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Céline. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, j'ai écouté attentivement au niveau du rapport du CCAS. Je suis présente dans des conseils d'école sur la commune de Charleville-Mézières, et ce qui est regrettable, c'est qu'on manque de parents d'élèves de bonne volonté qui pourraient aider les écoles à faire tourner, par exemple, à mettre en place des petites kermesses, des manifestations au sein des écoles. Et je me demandais, vis-à-vis du travail sur la parentalité, est-ce qu'il serait possible de demander aux parents qui sont aidés au niveau du CCAS, comme les étudiants, vous venez d'en faire une belle éloge, d'aider les écoles, les équipes pédagogiques, comme les parents d'élèves, les peu de parents d'élèves qui sont élus, à mettre en place des petites kermesses, parce que ça manque vraiment de bonne volonté. Et ce qui est dommage, après, il y a beaucoup de découragement et, c'est pas simple à gérer dans les écoles. Voilà. Alors, c'est une question intéressante, parce que on aurait pu aussi évoquer en commission. Et c'est probablement même là qu'elle serait le mieux travaillée. Mais pour te répondre sur le fond, il ne faut pas qu'on confonde tout. Je crois qu'il y a besoin effectivement d'encourager un certain nombre de comportements et le cas échéant, d'utiliser le conditionnement des aides, qui est un outil extrêmement puissant pour obtenir que les parents écoutent, par exemple, le message. Là, le message qu'on a envie de passer, nous, c'est scolariser les enfants. Assumez vos responsabilités parentales d'éducation. Je crois que et malheureusement, pour un certain nombre de nos concitoyens, ce n'est pas si évident. La scolarité est obligatoire aujourd'hui de 3 à 16 ans. On a la chance de vivre dans un pays qui mobilise des dizaines de milliards d'euros pour assurer et offrir une école publique, scolaire, collège, lycée, enseignement supérieur, gratuite ou peu chère pour nos concitoyens. Je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas bénéficier de ce type de possibilités. Et puis l'obligation scolaire, elle est fondamentale, parce que bien souvent, elle cache d'autres problèmes, d'autres dérives quand on est en présence d'absentéisme. Donc je crois que là, on a assurément un devoir absolument fondamental, indiscutable. Après, effectivement, on pourrait tous souhaiter ici qu'il y ait davantage de bénévoles, mais davantage de bénévoles dans les associations de parents d'élèves, peut-être aussi dans toutes les associations, au Resto du Cœur, dans un certain nombre de... Donc je crois qu'il faut qu'on garde... Effectivement, qu'on série un peu les sujets. Le travail qui va être fait, il est sur la responsabilité parentale. Ça me semble déjà être un sujet qui aujourd'hui n'est pas traité, qu'il faut essayer d'aborder avec fermeté et justice. Et puis, si on doit essayer de faire connaître un peu mieux les trésors de l'engagement bénévole dans les associations de parents d'élèves ou dans toutes les associations de la ville, je pense effectivement que ça, c'est un autre sujet sur lequel on peut également s'investir, mais je préconiserais qu'on ne mélange pas les deux. J'entends, il y a beaucoup de souhaits de prise de participation, de parole.
l'idée, c'est pas forcément qu'on ait un débat entre nous ce soir. Je vous assure qu'il y a des commissions, dont la présence est par ailleurs chaleureusement encouragée. Et donc, voilà, le sujet n'est pas ce soir de débattre de la proposition de Céline. Vous irez lui dire ce que vous avez à lui dire si vous le souhaitez, mais on s'est mis d'accord et il y a un certain nombre d'instances qui ont déjà validé ce qui vient de vous être présenté par Frédéric. C'est ça qui aujourd'hui est en discussion. Bien. Il y a d'autres expressions. Eh bien, écoutez, je crois que c'était un point d'information. On sera de toute façon à s'en reparler dans les différentes instances prévues. Merci à vous. Bonne soirée.